Okay, welcome. Thank you, everyone. Sorry we're running a few minutes late. There were some technical issues. Hopefully they've been sorted now. And if they have, then we'll have a video, a demo at the end. But if not, then it might be a bit of a shorter presentation. So, yeah, my name's Ben Worthy. I'm the OT technical lead for Airbus Protect. So I want to talk to you today about the Airbus Cyber Range, critical infrastructure, and how we can enhance resilience, minimize downtime, and look at really mitigating those high-risk scenarios within OT. So, quick agenda, the contents, OT standards and frameworks is where I want to start. What's the importance of OT standards? Then talk around cyber range, a bit of an overview on that. Think about training and simulation. I've got some cyber range use cases where we've actually used it with customers, and then, all being well, we'll have a live demo at the end. So, I guess this is a good place to start. This is really showing how we've got an increasingly interconnected system. We've got lots of different systems now being interconnected. So we know we've got OT and IT interconnect. That's been happening for a while. We're now seeing cloud. So seeing a lot of cloud within the OT space as well. So that's something that we're seeing from customers. That's a demand that we're seeing. So that interconnection is only going to get not worse, but more prevalent. Supply chain as well, that's a big issue. Everyone, I guess, is aware of supply chain risks, so really having a good view of what your supply chain risks is going to overall impact your business as well. So one way we can look at minimizing the risk to these sort of complex interconnected environments is looking at different standards. So I'm sure everyone's familiar with the NIST, the Cybersecurity Framework. Identify, Protect, Detect, Respond and Recover. NIST v2 has just recently been released, so that's now covering governance as well, which is a really good improvement. So when we're talking about risks, what we're talking about, I guess, is really understanding what those systems are that you have, what the components are within those systems, and then also what data those systems are handling. We need to think about how we can discover those assets, so it might be tooling that we need to deploy to do that, some level of vulnerability analysis as well. And then we can think about different levels of risk and maturity assessments. We can also think about pen testing as well. That can be really useful for looking at attack scenarios and threat modeling, different levels of simulation and training as well. Think about protecting then. So we've identified what the risks are. What do we do next? So yeah, we need to protect against those risks. So we look at those strategies to eliminate risks and vulnerabilities. It may be that we deploy technology, but we can also look at designing from the ground up, so secure by design as well. So that's making sure that we've got the right architectures in place. And we can also think about crisis and security operations management. So next in the list would be detecting threats. So again, we know we've got some, we might have an incident on the network. So how do we know that? How do we detect that? So we might have some OT-specific tooling, like a tool that will detect like spurious network activity. But what do we do with the results of that tool? We might need to integrate it into a SOC, so a Security Operations Center. Vulnerability management as well is important because new vulnerabilities are being discovered all the time. We'll get CVEs published for new vulnerabilities. But what do we do about that? We need to make sure that we're aware of that. We assess, is it relevant to our system? And then we have some level of management of those vulnerabilities. And then we can think about what do we do to then respond to that incident and then recover from it. So that's really all around business continuity planning and having those strategies in place to be ready to answer when that situation occurs. So yeah, that's all, I guess, fairly well understood. Certainly from a NIST CSF, Cybersecurity Framework point of view, that's not OT specific. But if we then apply the NIST SP 882, which is, I guess, guidance specifically for OT systems, then we can make that framework very much OT specific. You may also have heard of IEC 62443. That's definitely becoming more and more common within the OT world as well. So it's a very wide-ranging standard. It actually covers lots of different areas. So from creating a cybersecurity management system through patch management strategies, it talks about risk assessment methodologies through to component level design. So it's a very thorough standard.
But one really interesting feature, I think, is this concept of security levels. So I think it's come from a safety engineering background, because safety engineering thinks about different levels of protection for different assets. Not all assets are the same. Not all assets have the same risk. So within safety engineering, we think about SL, safety levels. 62443 talks about security levels in the same way. Not all assets need the same level of protection. Some assets are more vulnerable, or they control a more critical process, or there might be more specific threats, more high-ranging threats to those systems. So we choose the right security level for each of those areas in the plant. So you don't treat your whole plant the same. You look at it in different zones and then say, this is the most critical area, we'll apply the stronger protections here. This is just a supporting part of the system, so we can introduce lesser controls there. We've also got this concept of SLC, SLT, and SLA. That's security level capability, security level target, and security level achieved. So security level capability is essentially what is the system capable of. If you've only got an SL2 component in your system, then you'll never get higher than that. So it's being aware of what those components look like. Then SLT is security level target. So that's really thinking about, we go through the assessment phase. We know what systems we have. We know what the criticality is. Therefore, we'll assign a security level target, a target of SL3, say. We then put that into the design. We then design that system. We implement that system. We put it on plant. And then we do an assessment, security level A, so security level achieved. Have we achieved the security level that we set out to? And a really good way of documenting that is this type of radar chart. So you can see for all of the individual FRs, so foundational requirements within 62443, we can set these security level targets, and then hopefully we achieve that security level equal, if not higher. So we have that good outcome. So this is all, I guess, what we're talking about here is certainly not easy to implement, but mainly fairly straightforward to implement for a greenfield system. So where we've got a new design, a new plant, we can design those controls straight away. But a lot of OT is old. It's legacy technology. We've got systems that might have been in for 10, 20 years. So how do we make sure that those new technologies that we're trying to apply are compatible with this new technology that we're trying to put in place? So one really good way of doing that is to have some sort of simulation of that system. So we don't make any changes to the production system. We simulate the design. We say, are there any problems? If not, then we're more confident when we roll it out. So that's a nice segue into CyberRange. So essentially what CyberRange is a simulation and training platform. Increase resilience, reduce downtime, and alleviate risks in critical infrastructure. And it's a very flexible platform. We can think about lots of different use cases: training and education, operational testing and validation, so assurance testing, so red and blue teaming, and then incident response and different levels of tabletop exercises there. So just digging down into that, I think incident response is a really good use case for a CyberRange. So you've got your incident response plan, but do you know that it's a good plan? So you build your system, you build a replica of that system, you bring in the team that deals with the incident, you simulate an incident in CyberRange, and then you test your plan. Does it work? Does it provide that level of cover that we want it to do? If not, you can go back to the plan, you can rewrite it, and test it again. So again, all this is in a safe environment. Red and blue teaming, again, we can have the red team attacking, we can have the blue team defending. They're all doing that in a very safe but realistic environment. So again, it's a really good way to test your systems through that pen testing and defensive status. Formal training. So formal training is where we can have trainees on their own work zone, completely isolated from each other. A trainer can then individually look at each of the status of each of those trainees and provide advice and guidance. And then operational testing, I think, is a really interesting one for CyberRange, because this is really
what I was talking about before, if we're going to make changes to our system, how can we be sure that those changes aren't going to impact the production system? So it's making sure that we do that validation testing. And the really good thing about a cyber range is that we can build in legacy equipment, so physical equipment that we can't actually simulate because it's too old or we don't have the simulations available. We can actually plug that in, so we can have the virtual machine in the cyber range, the virtual networks in cyber range. We can plug in some physical equipment, and then we've got a hybrid, so we've got a full way to test that equipment. So, talking about scenarios, it's really easy to run a scenario. We've got a library. It's essentially a click from the list, press start, and it deploys an incident. It's very simple. You don't need to have any pen testing skills. A cyber range community. So again, we can share innovation. We can save time by using shared content. We can share expertise with other entities as well. So that's another great benefit to cyber range. And then think about how we actually build up those replica networks. So we can start by simulating assets. So for example, we've got HMIs, PLCs, we've got workstations, and all of these are real virtual machines. They sit there on the network. So we can also simulate the network devices themselves, so the switch, router, firewall, and we can then take config from your actual plant. So we can take PLC config, we can take firewall configurations, we can take your subnets and put them in the switches and the routers, and essentially we build that all into a topology. We can build it into like a Purdue model, so from level 0 up, if that's how your system is designed. So as close as possible, we can replicate what you have on plant. And then the next stage, which is even more realistic, is then building a 3D emulation of a physical process. So that's really useful for a training scenario, because it really brings home what the real impact of a cyber incident could be within your plant. So let's look at some use cases here. So this is the first one. So this is a real test that we did with a customer. A customer came to us, a cyber range customer. They wanted to do some verification testing on one of these ISA 100 plant network. So it's an instrumentation network that sits on an industrial plant. So they had 3 objectives. So to validate the use of the wireless protocol and a secure configuration and give them the assurance that it was the right thing to do. The second objective was to identify if there was any susceptibility to interception or disruption of those communications and those data streams. And the third objective was to identify if there was any susceptibility to reconfiguration. So again, what we did, we built a virtual network within cyber range, then we took the physical, the actual wireless devices, the gateways and so on, and actually connected them into the cyber range. And then we had a full system that we could test. So we went through these tests. We generated noise to try and jam the wireless devices. We tried to intercept traffic and modify data in transit and so on, going through these tests to provide that stress testing, if you like. And yeah, the outcome is we can then provide a report to customers to say, yeah, this is what we found. We've got some suggestions in terms of improvements, but if you do that, you can be confident that it's the right thing to do. And again, all this is done in a safe environment. There's no risk to your plant by deploying systems that you've not fully tested. Second would be a use case on a SCADA system. So similar to the previous one, we built a virtual network. We plugged in a gateway with a thin client, so an actual thin client. And the scenarios that they wanted to look at were, could an attacker gain remote access through a local system? Could an attacker compromise the thin client itself? And could the attacker exploit the API itself? And in that would be the worst case, because then they'd have full access to the system. So again, we did lots of stress testing, lots of planned attacks and verifications on that system. Yeah, report, make these changes, and then yeah, you're good to go. And then this is the last of the use cases. So this is one that we've recently done. So it was Spot the Dog. You may have heard of this, Boston Dynamics. It's a robot quadruped. It's really useful. The customer wanted to use it in a
in an environment where you wouldn't want to send a human. So not a safe environment, if you like. So it's really good for going in and looking at areas that people can't go into, finding out information. It's got cameras and laser scanners. So they wanted to make sure that when they deployed that, they would deploy a network that would control that dog, that there wouldn't be any issues with that. So again, we built a replica network. We got a wireless card. We connected that into the network, and Spot the Dog was connected, and we could do full verification testing through that. So yeah, they were all the use cases I had. I'm hopeful now that I'm going to do a live demo. So yeah, this is really looking in depth at CyberRange and what it's capable of, and the sort of results that it can give you. So right, so starting here, this is the CyberRange interface. This is what you see when you turn the CyberRange on. Essentially, what you've got on the left, you've got all the different topologies. And from that, we can select a topology. We can, essentially, something that we've already created or in the library, we can simply drag it and drop it. And then once we've done that, then it's deployed. It's important to note that all of the blocks that you see in that diagram are actual virtual machines. It's not just a picture. There are virtual machines with configurations, like I said. So yeah, for the demo, we're going to use this ICS demo. This is the one we're going to load up. And the scenario we're going to look at today is a power station. So a power station control system, an OT system controlling a power station. So there's remote access onto that, but it's not remote access to control the power station. That would be a bad idea. It's just remote access for maintenance, so just to look at the operating parameters of that system. So remote engineers, remote maintenance technicians might want to view the system to find out what the health is. But unfortunately, one of those users has been phished. So it might be a new starter, it might be someone who doesn't really know the system, doesn't know the security controls and has just been a bit careless. It might be a lazy worker who didn't follow the phishing training and just clicked on the link anyway. So whatever the reason, we've let the bad guy have remote access to our system. So let's think about it from a hacker's point of view. What would a hacker do if they got into this situation now, if they had this remote access? Well, the first thing they do is they'll go into their tools, they'll go into their toolbox, open a console, type in the password, and really start looking at what they can see. So we can do a look around, see what's available. So there's a network. We can see, this is the first thing we see. You get 192.168.120. So that's the network that we can see there. So an attacker might think, right, this is the first thing I can see. I want to do a scan on it. I want to see what information I can gain from doing that. So an experienced hacker, an experienced pen tester would run an Nmap command like this. But what we're not trying to do with CyberRange, we're not trying to teach people to be pen testers. What we're trying to do is just to show the mechanisms of an attack, of a cyber attack, and just to see how an incident can occur. So we don't expect people to remember all these commands. So the benefit of CyberRange, as I said before, we've got all these in libraries. So instead of typing out all those long string of commands, we can just go to the library. We can choose the list of scenarios that we've already got, that we've seen earlier, and there's a whole list of different scenarios. So if we look down the list, we can see things like man-in-the-middle attack, there's a WannaCry, ARP poisoning, brute force, what else have we got? Yeah, DNS spoofing, you name it, it'll be there. Intent scan is what we want to do today. So all you do, you click on intent scan, you click on your attacker machine, so you say, this is where I want to launch the attack from. Simple as that. We say, where do we want to, or what do we want to scan? We want to scan this network. So we want to scan the whole network, see what we can see. And that's it. All we need to do then is click start, and then that runs those same Nmap commands, but it does that intent scan just from an automated point of view. So again, thinking from the point of view of an attacker, they would then look at the output. So what's this intent scan told us?
So they would say, okay, there might be something interesting in there, so I'll have a look down this list. Yeah, that might be interesting, the thing that I've highlighted there. So that's the firmware version of the firewall. And it looks like it might be a bit old, it might be out of date. So what does an attacker do? What does a pen tester do? Well, they, as you might expect, they would Google it. They would find what does Google tell me about this this vulnerability. So yeah, there's a CVE. It's a buffer overflow in this case, and it's well documented. There's already an exploit for it in Metasploit, so we don't even need to do any coding. It's already configured within the toolset that we've got. So the attacker goes back to his machine, goes onto the console, just clears that down, and then you can run that Metasploit exploit. So then we run some movie magic, some script. So this is cross-site scripting, dumping the database. So movie magic, but then we'll look at the real commands. So yeah, it's running through those exploit commands. And at the end there, I don't know if you can see that detail. We're root now. We've got control of this firewall because that exploit has allowed us to do that. So essentially, we own that firewall now. We can do what we want with it. So next thing, what do we want to do? We can now see other networks, things that we weren't visible to us before because we've got access onto the firewall. So we can see that, yeah, that's the network we had before, but there's others in there as well now. So we'll run a command. What that's going to do now is just essentially flatten the network. So instead of a firewall, this is essentially a router. So we've got full access to all of those networks within the topology now. So what we can do next is look at what can we see. So yeah, we can now see lots more than we could before. We could only see that first network. We can now see an engineering workstation, a PLC, ICS core. At the top here, we've got an operator workstation. So our attacker goes onto that operator workstation because he's got the access now. And yeah, you can see what we've got here is a critical part of the OT network. So it controls the pump bank. So it's essentially, it's the part of the power station that provides the cooling. It circulates the cooling water. And there are three pumps. There are three sets of pumps. So you've got duty and standby pumps to give resiliency. But these are big pumps. They're big pieces of machinery. So they should only cycle once per day, once every 24 hours. Anything quicker than that would damage them. So the designers of this system, they built in some application control. They put that application control into that PLC control, so it would limit, a user would not be able to put in a dangerous figure for that. So yeah, that's the outcome of that. But what we can do now, as the attacker, we can, again, sniff around the network. What else can we see? Well, there's a CCTV picture. So this is a quick overview of our network. So they've got, again, a better idea of what the system is. They can see there's a PLC on there. So click on the PLC. Yeah, so we know now that it's an S7 PLC. We know the network it's connected to. We can see that it's running a process that controls those pumps. So again, we've been able to gather that information from this type of reconnaissance and seeing what's available in the system. So now we've got that information. We know what the configuration of that PLC is. We know the model of it. We know the IP address and so on. We can use that information. We've already got libraries. So back to thinking like the attacker, we go back to our tools. We've already got an S7 in our library, an S7 exploit. So we run that. We run that exploit and see what it does. We can click on the operator workstation and wow. So instead of cycling once every 24 hours, all we're doing now is cycling once every second. So we've got big pump banks that really don't want to be turned on and off that quickly. So that's not a good situation. But yeah, those levels of protection that we thought were in place have been overridden because the attackers had that level of access. So we take a look at the CCTV, and that's a bad day for someone. We've got a fire in the pump house now. Half of the power station is down because it can't provide the cooling water. So yeah, someone is not having a good day. So you can see along the list of parameters at the top,
We can configure those parameters to provide that level of input from your real system. So we would do a business impact analysis of your system as part of that risk assessment and really understand if you were to lose half of the power station, if you were to lose those pumps, what would that mean in actual financial value? So we can configure that, and then you can see that number is accumulating at the top. And so, again, in a training scenario, that really provides a great level of insight to people that are being trained to say, actually, it's not just a theoretical thing. If someone got access to the system, this is what the outcome could be. So, yeah, that was, thankfully, my demo worked, the video worked, so that's great. So, yeah, just to wrap up for me, benefits of CyberRange, it's a completely open, customizable platform. So, as I say, we can simulate those assets, we can simulate the scenarios in there. In fact, one thing I didn't mention before is that we've got the picture there of the physical unit. So it's a physical box about so high, but we've actually got a SaaS, a cloud version as well. So depending on your use case, we've got different ways of using it. So we can provide that what you might call a digital twin. We can simulate those IT, OT networks. Again, I've talked about it in an OT context today, but it's not just an OT tool. It's a flexible tool that you can put to IT, you can put to cloud simulations as well. Again, it can increase efficiency because we're using it to test things in or out of a production system. So we're not making any risks to your production system. We can really speed things up by testing it fully before we deploy it on a live plant. Yeah, hybrid, I've just talked about that. We can plug that legacy kit in as well. A community, so we can share information within that community, and we can have those different use cases and multi-users as well. So lots of people can actually log onto a CyberRange. You can give them all separate work zones, so they're all completely separate, but they can all work on the same CyberRange. So that was my talk today. Thank you for listening. My LinkedIn is on that QR. There's a QR code to contact Airbus Protect as well. So thank you for your time today. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre pour la table ronde sur le thème de NIS 2. Plus exactement, comment piloter la mise en conformité NIS 2 et la maintenir dans le temps. Donc je présenterai les intervenants dans quelques minutes. Tout d'abord, je vais introduire le sujet. Donc cette directive européenne NIS 2, on le sait tous, s'inscrit dans un contexte qui est marqué, comme l'a dit justement Vincent Strubel ce matin, dans un contexte marqué par de nouvelles tensions géopolitiques, un contexte qui se durcit réellement. Nous allons aussi accueillir en France les Jeux olympiques et paralympiques. Donc tous les projecteurs seront sur notre pays à ce moment-là. Nous aurons aussi des élections dans beaucoup de pays. Il y a 4 milliards de personnes qui vont voter pour des élections dans le monde. Et on sait très bien aussi que ce contexte d'élection peut être accompagné de cybermenaces particulières. Et donc c'est dans ce contexte que la directive NIS 2 a été avancée par la Commission européenne pour renforcer le niveau de cybersécurité et le niveau de cyber-résilience sur le continent. Et donc cette directive NIS 2 qui est sur beaucoup de lèvres,
Je pense que Florian, vous allez avoir beaucoup de questions tout à l'heure, soulève justement beaucoup de questionnements. Donc, on va essayer justement d'apporter quelques réponses aujourd'hui. Donc, je vais présenter nos intervenants. Commençons par ma gauche. Donc, Florian Lemoine, qui est chef de projet en charge de la transposition de la directive NIS 2 et de ses impacts à l'ANSSI. Bonjour Florian. Nous avons aussi donc Frédéric Janin, qui est directeur technique pardon, ça c'est c'est Étienne. Je m'étais trompée de ligne. Donc directeur des affaires régaliennes à la Banque Postale, en charge de la mise en conformité des SI réglementés au sein de la direction cybersécurité. Nous avons à ma droite Didier Louten, qui est groupe CISO du groupe Clariane, et ancien officier général de l'armée de l'air et de l'espace, avec plus de 30 ans de service dans l'institution. Donc Clariane est la première communauté européenne de soins dans les moments de fragilité. Nous avons aussi Jean-Noël de Galzin, qui fait sa deuxième intervention UFIC. Donc Jean-Noël de Galzin, que certains connaissent en tant que président de Walix, mais aussi d'Exatrust. Exatrust qui a pour vocation de positionner l'association et ses membres comme acteurs de la construction d'un écosystème équitable permettant l'émergence de champions européens de la cybersécurité et du cloud. Et enfin, nous avons Étienne Lacour, directeur technique avant-vente cybersécurité chez Microsoft France. Étienne a en charge les équipes des ingénieurs avant-vente pour l'ensemble des solutions de cybersécurité Microsoft pour des grands groupes français et coordonne différentes actions autour de NIS 2. NIS 2 est aussi un sujet qui vous occupe, Étienne. On va peut-être commencer avec vous, Florian, parce qu'il y a beaucoup de questionnements autour de NIS 2, notamment, au final, quelle est l'évolution entre NIS 1 et NIS 2 ? Quels sont les changements les plus notables ? Mais aussi, qui est concerné par NIS 2 et pourquoi est-on concerné par NIS 2 ? Donc, merci pour la question. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, on a en ce moment un chantier de transposition de la directive NIS 2. Donc, l'objectif principal de cette directive, c'est d'élever le niveau de sécurité du tissu économique et administratif de l'Union européenne. Donc, on part d'un prisme qui est historiquement NIS 1, qui a été publié en 2016. NIS 2 arrive comme une réponse à l'évolution de la menace qui touche désormais les collectivités, les petites et les moyennes entreprises, les établissements publics et qui continue également de cibler les grandes entreprises. Donc le premier point, c'est NIS 2, ça reste une des premières réponses à cette menace. Et c'est pour nous une opportunité aussi d'apporter toute l'expérience des réglementations passées aux plus petites structures qui sont désormais des dégâts parfois collatéraux d'une cybercriminalité qui s'est renforcée. En termes de changement de paradigme, effectivement, on passe d'un périmètre sur NIS 1, en tout cas à l'échelle française, de quelques centaines d'opérateurs sur on va dire une dizaine de secteurs pour simplifier, à l'ensemble des entreprises pareil pour simplifier, de plus de 50 employés sur les 17 secteurs d'activité. Donc on a ce chiffre de plusieurs milliers d'entités. Et à ces 17 secteurs se rajoute un 18e que je mets un peu à part, qui est celui de l'administration, pour mentionner que finalement on est tous dans le même bateau, puisqu'on devra également au sein de l'administration respecter les exigences de la directive européenne. Ce secteur de l'administration, on peut le décomposer en deux, donc l'administration centrale et aussi l'administration au niveau local. Donc c'est une option qui est fournie, qui est proposée par la directive aux États membres. Donc en France, le souhait, c'est de pouvoir également intégrer une partie des collectivités. Donc ce sujet de périmètre des collectivités est en cours de discussion à d'autres échelons. Mais on a une vraie volonté aujourd'hui de pouvoir apporter un renforcement de la cybersécurité sur le plus d'acteurs possible.
Donc, au niveau, pardon Florian, au niveau des, justement des entités concernées, donc on passe de 500 à plus de 10 000, il me semble. Donc il y a certaines entités qui étaient déjà concernées par Nice 1, d'autres entités qui vont être nouvellement maintenant concernées par Nice 2. Est-ce que vous avez un chiffre sur le pourcentage d'entités essentielles, d'entités importantes, ou vous n'avez pas ces chiffres aujourd'hui? Alors, en toute transparence, on a des estimations qui ont été réalisées au moment de la publication de la directive. Aujourd'hui, le détail du périmètre, il va dépendre du processus législatif et réglementaire, donc notamment pour la question des établissements publics ou des collectivités. Donc la répartition aujourd'hui entre entités essentielles et entités importantes, elle reste encore à affiner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce dont on est sûr, c'est que la majorité des acteurs seront des entités importantes. D'une part, parce que toute l'annexe 2 de la directive, par défaut, sera constituée d'entités importantes, et que les entités essentielles, par défaut, à nouveau, ce sont uniquement les grandes entreprises de l'annexe 1, donc d'une dizaine de secteurs. Donc, en grande majorité, ce sera des entités importantes. Donc, entité importante que Didier et Frédéric représentent aujourd'hui avec la Banque Postale et Clariane, donc dans le secteur de la finance bancaire et secteur de la santé. Donc vous avez été impacté par Nice 1 pour le coup. Vous serez aussi impacté par Nice 2. Malgré tout, le changement de paradigme s'opère aussi pour vous parce que la directive Nice 2 sera tout de même plus contraignante avec de nouvelles exigences. Donc peut-être je vais commencer par Frédéric. Allez. Donc Frédéric, déjà quelles sont les mesures qui ont été prises sous Nice 1 et comment vous appréhendez Nice 2, quel différentiel vous voyez et quelle approche vous avez de la mise en conformité Nice 2 chez la Banque Postale? Alors, une excellente question parce que c'est vrai que la banque et le secteur financier au sens large est déjà largement réglementé. C'est vrai que Nice 2 vient s'insérer dans une niche réglementaire qui est un petit peu particulière puisqu'on a aussi beaucoup d'actualités autour du fameux règlement DORA dont vous avez peut-être entendu parler. Et là, on a une forme de millefeuille réglementaire qui fait qu'en théorie, alors en vertu de ce que nos amis juristes appellent la lex specialis, la loi spécialisée se substitue à la loi générale, mais pas sur tout le périmètre. Donc, de notre côté, au niveau du secteur banque-finance, on va avoir à ajouter finalement le gap entre Nice 2 et la loi spécialisée DORA pour se mettre en conformité avec évidemment des timings différents, des régulateurs différents et des exigences différentes. Donc je ne vous cache pas que ça nous prépare des sessions un petit peu compliquées en termes d'analyse d'impact dans tout notre secteur. Est-ce que vous diriez que c'est une décision qui se prend justement au plus haut niveau au sein de la Banque Postale pour se dire... Bon, étant donné que Dora est l'ex-spécialiste, on va peut-être plus se diriger vers Dora, ou alors vous avez plutôt un point de vue opérationnel, comment ça se passe en interne? Alors effectivement, ce sont des questions qui deviennent quelque part assez stratégiques, puisque finalement, comme dans toutes ces réglementations qui viennent nous impacter, on essaye d'en faire un levier de transformation et d'amélioration. C'est vrai qu'en plus de ça, alors la Banque Postale est soumise à tout un tas d'autres réglementations sur lesquelles je ne peux pas forcément m'étendre plus que ça. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de se servir de tout ça comme un levier de transformation et de montée en maturité globale. C'est-à-dire qu'au final, on essaye de faire un petit peu plus que simplement le périmètre minimum que nous impose la réglementation pour faire monter le niveau de maturité global de la banque. Très bien. Du côté de la santé, qui est un secteur qui est particulièrement ciblé par les cyberattaques, est-ce que justement cette directive a plutôt été vue comme une opportunité pour élever son niveau de maturité ou alors comme une contrainte? Comment les choses ont été gérées au sein de Clariane? Non, comme le disait Frédéric, en fait c'est plus une opportunité. Surtout pour un groupe Clariane qui a une couverture européenne. On est présent sur 6 pays.
Nous avons engagé depuis 2 ans, à mon arrivée dans le groupe, une transformation de la direction du système d'information groupe, avec une volonté de prendre en charge au niveau groupe l'ensemble de l'infrastructure et de la cybersécurité. Et donc, quand je suis arrivé, il y avait autant de réglementations et de particularités que de pays qu'Ariane. L'intérêt de NIS 2, c'est qu'on va parler le même langage. Et donc, moi, je le vois plutôt comme une opportunité, effectivement. D'accord, très bien. Et est-ce que au sein de Clariane, vous voulez mettre un régime de mise en conformité plutôt strict, plutôt raisonné? Quelle est votre approche? Ce sera un régime de mise en conformité raisonné aux capacités budgétaires que pourra me donner la direction générale. Le nerf de la guerre. Voilà. Et donc, effectivement, bien sûr, on rejoindra la conformité parce que Clariane est concernée par NIS 2, mais avec effectivement une vigilance en fait sur la bonne dépense. Très bien. Je me tourne vers vous, Jean-Noël. Donc, vous, d'ailleurs, sur votre vidéo hier à la session plénière, vous avez mentionné la directive NIS 2 comme étant un grand enjeu sur lequel vous accompagnez les acteurs de l'écosystème d'Exatrust. Comment vous voyez le rapport de force entre le seuil d'exigence de sécurité des acteurs européens qui font partie d'Exatrust et le seuil d'exigence en sécurité de NIS 2? Est-ce que, selon vous, ça présente réellement une opportunité? Pour moi, ça représente une opportunité qui nous concerne tous et qu'il ne faut pas manquer. En fait, ce n'est pas une opportunité, pour moi, c'est un rendez-vous avec l'histoire. C'est-à-dire qu'on a toujours dit que dans le cloud, on avait loupé le coche, quelque part. On a loupé l'industrie du numérique. Moi, je côtoie des gens aujourd'hui, des industriels qui considèrent que le numérique n'est pas une industrie. Le numérique irrigue toutes les industries et le numérique est une industrie. C'est ce que nous ont montré les GAFAM et les grands leaders américains notamment, qui sont leaders sur ces sujets-là. Donc on a pour le moment, sur ce volet-là, on n'est pas en avance. Maintenant, il y a des domaines, dans le domaine de la cybersécurité, on parle du contrôle du numérique dans nos vies. On est en train de se projeter vers le futur, on parle d'intelligence artificielle, dans lequel la cybersécurité va jouer un rôle de modérateur et de contrôle. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas le rendez-vous de l'histoire, qui est le suivant. Comment on met l'industrie européenne au service des utilisateurs qui ont un besoin de mise en conformité, non pas simplement pour mettre en place une réglementation, mais parce qu'on est en retard par rapport à l'enjeu. Là, depuis ce matin, moi j'ai un enfant au collège, il est resté à la maison jusqu'à 11h, parce que les ENT brandissaient des messages, les environnements numériques de travail brandissaient des messages islamistes, etc., etc. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il y a une réalité quotidienne, il y a un niveau de résilience, un niveau général de sécurité à monter. La directive NIS 2, c'est un standard, finalement, qu'on va essayer, comme ça a été dit à l'instant, de parler le même langage, et je pense que ça, c'est tout à fait juste. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans l'industrie, particulièrement lorsque nous sommes des petites et moyennes entreprises, donc des start-up, des PME, des pré-ETI, des ETI, c'est qu'on va s'associer, donc dans le domaine de la cybersécurité, dans tous les domaines de la cybersécurité, on essaye de s'associer avec des acteurs du cloud qui vont motoriser nos solutions dans les environnements des clients. On va s'associer avec des intégrateurs, avec des clients, pour essayer de monter des offres qui vont accompagner nos utilisateurs dans les secteurs réglementés au fil du temps. Parce que cette directive NIS 2, c'est un standard qui va rester longtemps. Voilà, donc c'est ça l'idée qui nous, en tous les cas, qui nous motive, se mettre ensemble pour simplifier les choses. Donc on a fait un catalogue, on voulait être présent dès le FIC, donc dès le début d'année. On a encore 6 mois pour bien se préparer. Et je pense qu'on a entendu plutôt des grandes organisations, mais la difficulté, entendons-nous bien, ce n'est pas simplement les grandes organisations, parce que tout le monde est interconnecté, tout le monde est interdépendant dans cette affaire, et c'est un rendez-vous général. Et donc, il va falloir qu'on travaille ensemble, industriels, utilisateurs, avec l'aide, en dialogue avec l'État, pour apporter des réponses concrètes qui répondent à ces besoins.
C'est une co-construction pour moi, la directive Nice 2, d'un modèle résilient européen dans le numérique. Cette notion d'écosystème est très importante et justement, ça a été beaucoup promu dans les messages qui ont été véhiculés au FIC, ce besoin de partenariat public-privé, mais aussi de renforcer l'écosystème, que ce soit entre grands acteurs du numérique, plus petits acteurs. Justement, Étienne, au sein de Microsoft, comment vous, potentiellement, vous pouvez collaborer avec de plus petits acteurs du numérique et comment vous aussi, avec vos clients, vous accompagnez sur cette mise en conformité NIS 2? Alors je confirme, Jean-Noël, le numérique est une industrie, donc il faut traiter en tant que tel. Et deux volets à la réponse, deux volets de réponse. Premier, c'est Microsoft ou tout fournisseur de cloud en tant que fournisseur de services. En tant que fournisseur de services, on a un certain nombre d'obligations et bien entendu, on doit et on veut s'appliquer ces réglementations, d'être conforme avec les espaces dans lesquels bien on fournit tout simplement ces services-là. Donc typiquement pour l'Europe, eh bien ça va être les EU Boundaries, le UDB, ça va être tous les sujets autour de GRGPD, de NIS 2 et de DORA. Eh bien notre objectif, bien entendu, c'est d'être conforme. Et par rapport aux matrices de responsabilité des fournisseurs cloud, eh bien, ça va être déjà, quand vous êtes consommateur de services, eh bien, par rapport à ces matrices de responsabilité, sur du SaaS, typiquement, un ensemble important des éléments de responsabilité vont être transférés pour RGPD, on appellera ça le data processor. Donc, ça va être là, Microsoft en l'occurrence, mais votre cloud provider qui va vous proposer justement des solutions permettant d'assurer le PRA, le PCA, etc. Tout un ensemble de choses importantes. Bien entendu, dans ces matrices de responsabilité, des choses restent complètement à la discrétion de l'utilisateur, enfin du client, et notamment toute la partie gestion de l'identité, gestion de ses devices, gestion de ses données, de ses applications. De l'autre côté, quand l'utilisateur, quand le client est on-premise, là, important, il va falloir qu'il investisse tous les secteurs, les 11 principes et les 4 objectifs de NIS 2. Et là, le travail est beaucoup plus important. Donc, premier volet de réponse par rapport à le rôle de cloud provider, ça va être déjà d'accélérer, de simplifier la mise en conformité. Sur les assets, sur les composants qui ne sont pas aujourd'hui assurés, soit par le fournisseur de services sur du SaaS, sur du PaaS, sur du IaaS, eh bien là, va être proposé des solutions permettant justement eh bien, de durcir l'identité, de durcir la gestion du périphérique, d'identifier vos données sensibles, d'avoir donc la gestion et l'instrumentalisation qui vont vous permettre bien d'être conforme. Rien de nouveau en termes de produits. Les produits globalement existent déjà, sont souvent déjà à la main et possédés par les clients, mais mal orchestrés, mal intégrés, mal mis en œuvre. Et donc aujourd'hui, on est toujours sur une offre de sécurité souvent très très en silo et qui nuit justement à cette approche globale qui est, et là j'appuie complètement les propos de Jean-Noël, une approche globale, complète et qui se veut justement holistique, globale sur NIS 2, qui est vraiment la principale voie pour moi d'intérêt de NIS 2, c'est justement de souvent structurer des choses qui sont très très non priorisées ou très déstructurées. Oui, vous le dites très bien. Enfin, il y a déjà des solutions existantes qui sont bien en place. La question derrière, c'est comment optimiser justement là-dessus pour pouvoir monter en puissance sur des processus de mise en conformité. Au final, est-ce que c'est l'outillage qu'on doit promouvoir ou alors est-ce que ce sont davantage les politiques? Bon, à mes yeux, c'est probablement les deux qu'on doit mener de concert. Frédéric, justement, chez la Banque Postale, j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place. Comment vous voyez les choses justement pour dessiner une feuille de route de mise en conformité?
Voilà une bonne question qu'on se continue à se poser et qu'on se pose finalement à chaque réglementation. Donc je dirais d'une manière un petit peu générique, l'idée c'est évidemment de commencer par faire une gap analysis par rapport à notre état actuel. C'est vrai que l'avantage qu'on a dans le secteur banque-finance étant extrêmement régulé, on a quand même un niveau de maturité cyber qui globalement est quand même assez bon. Et à partir de là, l'idée, c'est évidemment de dessiner avant toute chose un processus et de l'envisager dans sa globalité, puisque l'idée, évidemment, après on peut parler d'outillage et de comment on va rendre ça opérationnel, mais l'idée est avant tout de voir comment cette nouvelle réglementation va pouvoir s'intégrer dans nos process existants, éventuellement adapter les process existants, et surtout, et ça je crois qu'on a tendance souvent à l'oublier, comment est-ce qu'on va maintenir cette conformité dans le temps. Et ça, pour moi, c'est l'un des éléments les plus structurants. On oublie généralement tout le volet de run, hein, c'est-à-dire de maintien au quotidien de cette conformité. Et c'est pour moi extrêmement structurant. Et si j'avais un conseil à donner, c'est penser au moins autant au run qu'au build. C'est un très bon point. Et justement, Florian, là-dessus, quel serait le point de vue de l'ANSSI sur comment justement optimiser sur l'existant? Est-ce qu'il y a certains processus qu'on a pu mettre en place, notamment qui répondent à certaines normes, notamment la norme ISO 27001? Il y a, je pense, beaucoup d'acteurs qui se demandent, mais étant donné que j'ai mis en place justement certaines exigences de la norme, est-ce que quelque part ça peut m'apporter une présomption de conformité sur différents sujets? Alors, peut-être avant de répondre à cette question, peut-être un petit point d'étape sur ce qui va arriver par rapport aux exigences de cybersécurité qui sont induites par la directive NIS 2. Donc c'est ce que j'appelle dans mon quotidien le nerf de la guerre. Ces exigences de cybersécurité, donc en se référant aux articles 20 et 21 de la directive, aujourd'hui on a mené un travail depuis de nombreux mois pour élaborer un référentiel d'exigence. Ce référentiel, on aura l'occasion, je pense, de le partager très prochainement. On l'a déjà proposé pour avis lors des consultations qu'on a menées avec les fédérations professionnelles ou autres associations d'élus depuis la fin de l'année dernière. On a inscrit ce référentiel dans le cadre qui nous est imposé par la directive. Et on a choisi aussi de garder une certaine continuité avec les travaux qui ont été menés dans les précédents référentiels, notamment pour les opérateurs de services essentiels qui seront de facto entités essentielles dans le cadre de NIS 2. On a également choisi d'intégrer pleinement le processus le principe de proportionnalité qui est présent dans la directive et l'objectif par rapport à l'élévation du niveau de cybersécurité, ce sera notamment pour les plus petites structures de les aider à franchir cette fameuse première marche qui parfois, quand on a peu de moyens ou peu de connaissances, est difficile à franchir. Donc voilà, pour poser le cadre, on a défini une vingtaine d'objectifs. La bonne nouvelle, c'est que les retours sont plutôt positifs quant à la pertinence et la compréhension de ces objectifs. Et l'idée sous-jacente, c'est d'établir pour chaque objectif, de définir un chemin que nous, on considère comme étant un bon niveau de conformité. Et ce chemin sera donc disponible pour tout le monde, y compris pour les industriels, pour les aider à créer des offres en lien avec NIS 2, mais surtout pour les entités et les aider à franchir étape par étape les différents jalons. Peut-être un point utile pour l'audience qui n'a peut-être pas connaissance de cette vingtaine d'objectifs. Donc, il s'articule autour de 4 domaines principaux. Oui. N'est-ce pas? Donc, comme ça a été dit, NIS 2 n'apporte pas de révolution en termes de mesures de cybersécurité qui sont attendues pour élever le niveau de cybersécurité. Donc, on va avoir des notions de gouvernance, de la protection, de la défense et de la résilience. Encore une fois, on a pris un parti pris de jauger
des niveaux d'exigence différents entre les entités essentielles et les entités importantes. Donc on pourra le communiquer très prochainement, comme je le disais. L'idée, c'est qu'une fois que ce référentiel est stabilisé, il va pouvoir constituer une base de discussion, d'échange, et il y aura du coup un socle solide co-construit avec les différents écosystèmes pour pouvoir justement entamer ce travail d'analyse et de création de passerelles entre des normes déjà existantes. Donc on parle beaucoup d'ISO 27001. Évidemment qu'on pourra imaginer une passerelle, notamment pour la partie gestion des risques. En revanche, il faudra mener des travaux un peu plus complets pour définir la vraie couverture entre les différentes normes, qu'elles soient internationales ou sectorielles. Très bien. Justement, de ces 4 domaines clés, donc gouvernance, protection, défense et résilience, est-ce que chez Clariane, il y a des domaines qui sont plus importants en quelque sorte que d'autres? Est-ce qu'il y en a certains qui sont priorisés justement en vue de cette mise en conformité NIS 2? Non, il n'y en a pas de plus important l'un par rapport à l'autre. Il y a 2 ans, quand je suis arrivé dans le groupe Clariane, j'ai proposé un plan stratégique cyber à 3 ans et j'avais pour objectif effectivement d'atteindre une conformité NIS 2 puisque les travaux étaient bien entamés au niveau de l'Union européenne et donc on savait in fine, on devrait être conforme en fait à cette NIS 2 sans en connaître parfaitement le détail. Pour autant, je dirais que c'est quelque part les fondamentaux qui sont demandés. Et donc, si on respecte ces fondamentaux, on n'a pas trop d'écart et on n'aura pas trop de surprises à la bataille d'objectifs qui sont fixés par la directive. Donc, les 4, effectivement, là, je vais répondre, il faut effectivement dresser les 4 domaines, on n'a pas le choix. Et effectivement, la feuille de route stratégique que j'ai proposée et qui est en cours d'implémentation au sein du groupe, elle porte effectivement sur ces 4 axes. Et je répète l'importance quand même de cette vision en fait européenne, parce que j'ai des pays plus ou moins bons élèves qui, s'appuyant en fait sur les régulateurs nationaux, disent c'est pas forcément demandé pour tel point chez nous. Là, clairement, on aura un langage commun et qui s'imposera à tous. Et donc, les pays moins régulés, ils sont plutôt en fait en Europe du Sud, vont devoir effectivement se conformer en fait à ce nouveau paradigme. Alors, je dis moins régulé, mais pour autant, très récemment, en Espagne, ils ont sorti un cadre de cybersécurité qui est pratiquement le petit frère que des cadres que peut sortir l'ANSSI. Et donc, on voit même dans ces pays latins, en fait, plus au sud, cette volonté de se mettre en conformité. Pour le métier Clariane, c'est une obligation avec le nombre d'attaques subies, en fait, dans le domaine de la santé. Et donc, ça, de ce fait, avec la proposition que j'ai faite à ma DG il y a maintenant 2 ans, j'ai eu un sponsor extrêmement fort en fait sur cet objectif. J'ai pas eu de souci. Justement, Jean-Noël, je me tourne vers vous parce que c'est bien des fois de se comparer aux autres pour voir comment on se situe et de par vos fonctions, vous avez aussi une vision européenne. Justement, vous direz quel est notre niveau de maturité en vue de la transposition de cette directive en France comparée à d'autres pays. Justement, est-ce que les fondamentaux sont peut-être mieux acquis en France qu'ailleurs? Alors la réglementation, on est très en avance. L'application de la réglementation, on n'est pas en avance. C'est pas parce qu'on n'est pas... C'est d'abord parce que les réglementations évoluent. Il faut se méfier quand même d'une chose sur les réglementations. C'est-à-dire que l'empilement des réglementations, enfin c'est même classique à dire, mais trop de réglementation tue la réglementation. Moi, je me mets à la place d'un RSSI. Je ne suis pas RSSI. J'ai un RSSI. Mon RSSI, il doit se conformer à toutes les réglementations parce que je suis éditeur de logiciels dans la cyber et que je fais du SaaS. Bon. Donc, je dois m'y conformer. Si les réglementations s'accumulent, au bout d'un moment, les RSSI ou les directeurs informatiques, ils vont dire « Mais attendez, moi, vous n'allez pas venir me sanctionner. Je n'ai ni les moyens, ni la compréhension suffisante pour m'adapter trop rapidement
au gap qui doit être franchi. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a un écart important entre les très grands groupes, particulièrement dans le secteur de la finance, qui est un secteur qui investit beaucoup dans la sécurité et qui est déjà très réglementé. Et si je prends l'exemple d'un hôpital où vous gérez tous les challenges aujourd'hui, tous les défis cyber concentrés dans une plateforme d'objets connectés, interconnectés avec un écosystème qui concerne l'ensemble du public, à la fois pour sa santé, mais aussi pour l'économie. Le modèle économique, c'est qu'on rembourse les actes de santé. Donc c'est un environnement très complexe dans lequel la marche à franchir est très élevée. Donc attention à l'empilement des réglementations, et moi je suggère de trouver un chemin, une sorte de règle d'hygiène version 2, qui soit en fait, qui permette d'atteindre effectivement la mise en conformité par rapport à un certain nombre de réglementations, un socle minimum, si je puis dire. Bon, ça c'est un premier point. Après, ce qui est intéressant, c'est que, en tous les cas, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. On est en contact, on a un écosystème qui est très riche. On est en contact avec l'ANSSI, on arrive à travailler ensemble. On a beaucoup d'échanges donc avec les fédérations hospitalières, dans les collectivités, les mairies, les territoires. On travaille avec énormément de PME, d'ETI. Souvent, le modèle économique de l'industrie émergente, en tous les cas, il est lié à l'équipement dans les ETI, qui sont les fournisseurs des grands groupes ou les sous-traitants des grands groupes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien qui existe, il y a une relation qui existe, on couvre déjà un certain nombre de besoins. On va avoir effectivement ce langage commun, cette norme commune à atteindre. Donc je pense que on peut simplifier ce parcours. On parlait de chemin tout à l'heure, on peut simplifier le chemin, on peut s'entraider. Je sais que les RSSI et les DSI ils fonctionnent beaucoup par recommandation, par échange, en ayant des retours d'expérience entre eux pour dire ce qui marche et ce qui marche moins bien. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas négliger l'adhérence à l'écosystème, parce qu'on va parler aussi de gestion de crise, de réponse à un incident, de gestion de crise, de réaction en cas d'attaque, de trouver des PCA, des PRA, des choses qui sont très concrètes et qui nécessitent de l'intervention de l'humain. Voilà. Donc je pense que ça rapproche de facto l'utilisateur des industriels que nous sommes. Voilà. Donc moi, je crois qu'il faut construire ça sur un partenariat, d'autant plus que vous l'avez dit très justement, il y a le build, mais il y a le run. On reviendra peut-être à une chose, c'est aussi ne pas oublier l'équation économique. Tout le monde va élever son niveau d'investissement dans la cybersécurité. On va quasiment doubler les budgets consacrés à la cyber au regard du budget informatique. La part de budget consacré à la cyber dans les budgets informatiques pour beaucoup de gens. Donc ça va nécessiter de bien choisir ses fournisseurs pour maîtriser l'évolution économique, le coût de la cyber, dans l'équation du numérique, dans le budget global d'une organisation. C'est un très bon point pour le run. Et du coup, Étienne, ça me ramène à vous. Justement, comment Microsoft accompagne sur cette phase de run, quelle est la vision, notamment parce que le run doit être différencié entre ces entités essentielles et importantes. Donc, comment vous vous y prenez ? Alors aujourd'hui, en effet, c'est un projet. C'est clairement, il y a des personnes, il y a des process, il y a des outillages. Donc l'outillage, et on fournit l'outillage et une partie des personnes aussi pour la partie run. Donc plus on aura l'externalisation d'un certain nombre d'opérations vers un opérateur cyber résilient, moins, on l'espère en tout cas, la charge de projet de run notamment sera à la charge du client, et qui notamment sur un certain nombre d'équipements, c'est pas obligatoirement son cœur de métier que de faire des plans de continuité, de faire des plans de reprise, de faire de la reprise sur incident, de la remontée d'incident, etc. Donc les éléments sur lesquels déjà on va particulièrement miser, c'est bien entendu nous de se mettre en conformité avec les exigences pour justement proposer déjà dans le run sur les offres qui peuvent être en IaaS ou en SaaS ou sur du PaaS, de fournir justement ces niveaux permettant de soulager la charge de nos clients. Deuxième élément, bien entendu, ça va être sur cette partie audit État. Alors, il y a en effet un élément qui est important, c'est l'empilement de normes, etc., qui rendent compliquée la lecture de ces différents éléments.
Je dirais que les clients qui ont déjà justement mis en place des démarches 27001, des clients qui se sont mis déjà dans un état d'esprit de type Zero Trust, de type SASI, qui ont déjà cette bonne compréhension et cette bonne appréhension de la protection, de la détection, de la remédiation, ils ont fait 80% du travail. Donc déjà, sur la partie purement intellectuelle, de réflexion, de mise en place, déjà, ils ont fait beaucoup. Maintenant, il va falloir faire en effet l'audit, l'évaluation. Donc là, on investit aussi beaucoup, nous en direct, mais aussi avec nos partenaires sur tout un ensemble d'outils permettant de faire, alors on aime bien les scoring, vous savez, d'essayer d'avoir une note de bons ou de moins bons élèves et surtout d'identifier les chantiers prioritaires justement permettant d'atteindre, parce que bon, ça va être, Pastoré, 10-2, ça va être une journée, ça va être un parcours et des objectifs à atteindre. Beaucoup de choses qui sont simples à mettre en place et qui devraient déjà, dans l'absolu, être déjà mis en place par bonne hygiène. Enfin, il y a quelques réflexions et quelques référencements sur des choses ultra basiques comme du MFA, par exemple, ou des comptes à privilèges. Bon, c'est des choses qui devraient déjà être implémentées, pas obligatoirement le cas. Et ensuite, d'avoir par rapport à ces outils de ce qu'on appelle les compliance managers, des outils qui vont permettre de définir par rapport à NIS2 où vous en êtes de vos réflexions sur les outils qui sont de notre maîtrise. Donc quand les outils, on les fournit, on fournit le service, on est capable de vous dire oui, ça c'est bon, ça c'est checké, ça c'est OK, ça c'est pas bon. Et ensuite de donner et de prioriser et d'aider le client à prioriser. Maintenant, bien entendu, sur les process et sur les personnes, là, il y a les investissements à faire côté client pour justement se faire accompagner pour mettre en place ces différents outils. L'objectif va être aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des guides, des assistants permettant d'implémenter les outils que vous avez déjà. Vous avez déjà un EDR, vous avez déjà un outil anti-spam, anti-phishing, vous avez des outils de SIEM, vous avez un SOC, etc. Comment les mettre en œuvre et comment les outiller pour pouvoir vous rendre compatible avec NIS2 ou en tout cas d'être conforme avec la lecture que l'on a aujourd'hui puisqu'elle n'est pas encore totalement officielle. Non, la priorisation, clairement, c'est un enjeu clé, en plus du budget. Ça, c'est vraiment une grosse question. Enfin, vous le mentionnez, Jean-Noël, il va y avoir vraiment une hausse du budget alloué justement à ces travaux-là. Florian, quel conseil vous auriez à donner justement pour des entités qui doivent se lancer dans cette mise en conformité NIS2, comment cadencer justement les travaux, par où commencer? Alors, le premier conseil, c'est d'ores et déjà... Avec un budget des fois limité. Avec un budget limité, certes. Donc déjà, je rappellerai... Toujours limité. Le budget est toujours limité. Le budget est toujours limité. Je rappellerai les messages du directeur général de ce matin sur le fait que ça prendra du temps. Déjà, on est conscient de ça, donc ça ne va pas se faire dans la foulée. Il a rappelé que l'échéance d'octobre, c'est pour avoir des textes transposés et que derrière, il y aurait probablement un délai de plusieurs années. Donc, il a cité 3 ans. Le deuxième conseil, c'est déjà de patienter un petit peu sur le fait de se lancer bille en tête dans des travaux. Le référentiel n'est pas encore sorti. Le niveau d'exigence attendu pour les entités essentielles et les entités importantes dépendra du processus législatif et réglementaire. Donc déjà, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, la notion de conformité NIS2 n'est juridiquement pas définie. Donc, premier point, voilà. Le deuxième point, c'est que on vous invite, donc on va mettre en place on a mis en place un site internet où on va centraliser toutes les informations sur NIS2, qui est actuellement en version bêta, mais qu'on va lancer très prochainement. On vous y invite à venir y faire un tour pour vous inscrire. Ça va être aussi un vecteur de communication pour nous, pour vous donner les éléments dès que possible, pour vraiment... Une fois que les textes seront parus, avoir cette cible claire du niveau à atteindre. Ça, c'est le premier élément important. Et sinon, pour se préparer, comme on l'a dit, ça reste notamment pour les EI, des règles d'hygiène. Donc, pour les TPE, PME, on a déjà des guides qui existent, ne serait-ce que de mettre en place des mesures de base. Excellent guide, d'ailleurs. Merci. Pour les entités essentielles, ça reste dans la continuité de NIS 1. Donc, de la même manière, on a des guides qui existent.
Pour ce qui est de la préparation, effectivement, il y a la notion budgétaire, peut-être à prendre en considération, mais partir du fait que la directive impose quand même de réfléchir à ces mesures de cybersécurité sur l'intégralité du système d'information. Donc on a cette notion quand même de connaître son SI, notamment pour ceux qui ont des parties externalisées chez 1, 2, N fournisseurs. Donc faire cette première liste de quels sont mes SI, voilà. C'est aussi un conseil qu'on peut donner. Ouais. Très bien. Je vois que l'heure tourne, donc peut-être, Frédéric, vous vouliez dire quelque chose Oui, juste pour abonder dans le sens de ce que disait Florian, on avait effectivement jusqu'à présent des bases qui étaient en termes de corpus plutôt bien identifiés avec les 27K, avec l'excellent guide d'hygiène de l'agence. C'était vraiment une très bonne base sur laquelle on pouvait appuyer le triptyque assez connu de LPM, NIS, plus RGPD. Et là, globalement, on pouvait dire qu'on était plutôt pas mal en termes de compliance cyber, de bonnes pratiques. On était vraiment à un bon niveau. Ce que je note simplement ces dernières années, c'est une forme d'accélération du nombre de réglementations, notamment européennes, en termes de cybersécurité qui arrivent, qui posent des problèmes évidemment en termes de capacité à faire tout simplement, de financement. On sait qu'on a des choses qui arrivent autour de la résilience, le CRA, beaucoup de choses autour de l'IA, effectivement plus. Quasiment chaque année va nous apporter son lot de nouveautés en termes de compliance cyber. Et le vrai risque, c'est que nos entités, même les plus grosses, ne puissent pas forcément suivre toutes ces vagues de réglementation. Donc c'est effectivement un vrai sujet, je ne parle même pas des outils. Peut-être avant qu'on laisse l'audience poser ces questions, je me tourne vers vous, messieurs. En 30 secondes, quels conseils vous donneriez justement pour bien piloter sa mise en conformité NIS 2 dans le temps? Je dirais le premier conseil, c'est d'objectiver la situation. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé dans le groupe. Et donc, c'est de faire des audits pentest de tous les pays. Puisqu'on était plutôt sur l'auto-évaluation, sur des belles grilles. Mais l'auto-évaluation, effectivement, le Picasso, il était plutôt vert en auto-évaluation des DSI de mes différents pays. Et quand j'ai objectivé la situation, il est devenu un peu orange et rouge. Donc, il faut savoir d'où on part. Et donc, ça, c'est essentiel. Et à partir de cet état des lieux initial, c'est de bâtir effectivement sur les 4 axes qui ont été cités, des feuilles de route acceptables, parce qu'effectivement, la vraie difficulté, une des difficultés, ça ne sera pas uniquement d'atteindre des états de conformité, c'est de les maintenir dans le temps. Et donc la problématique du run est essentielle. Et donc là, il y a effectivement, il faut savoir effectivement mesurer et identifier les endroits où on doit avoir des gains rapides par des actions avec les moyens qu'on a. On ne va pas démultiplier en fait la RH comme ça. Et donc il faut faire les bons choix. Et pour faire ces bons choix, il faut avoir une idée la plus juste possible, externe, de l'état de sécurité ou d'insécurité dans lequel on se trouve. Moi, je donnerais comme conseil, d'abord, si vous êtes à 5% d'investissement de votre budget informatique consacré à la cyber, vous n'êtes pas dans le bon trend, dans le bon courant. Il faut augmenter votre budget au-delà de 10%. C'est des guidance qui ont été donnés. Sachez que dans d'autres pays, aux États-Unis ou ailleurs, les budgets consacrés à la cyber sont encore plus importants. Après, ça dépend des secteurs dans lesquels on travaille, mais voilà, 10% c'est la norme. Après, effectivement, savoir d'où on part et suivre l'évolution, c'est-à-dire on ne va pas faire un audit une fois de temps en temps ou à chaque fois faire des audits externes, ne pas hésiter à s'équiper de systèmes ou de sociétés qui font vous accompagner dans l'audit dans un processus de gouvernance. Ensuite, pour rester sur le budget qui est quand même le nerf de la guerre, dans le privé, attention, hein, en tous les cas, on ne peut investir que ce qu'on a. Donc, pensez à une chose, c'est que quand vous allez partir sur des solutions dans le SaaS, pensez au run parce que ça peut vite coûter cher. Hein. Vous allez dans un clouder, je ne vais pas en citer, qui vont vous offrir le soft et petit à petit, vous allez payer à la consommation. Et plus vous allez mettre de choses chez le même clouder et vous allez avoir du soft gratuit,
bah, vous payerez ailleurs. Donc il faut l'avoir à l'esprit. Je conseillerais aussi de dissocier la cybersécurité et le contrôle de l'endroit où on run ou à qui on confie le run. Parce que si on veut avoir un contrôle efficace, ce n'est pas celui qui fait le run qui va vous le donner. Lui, il va vous donner un contrôle qui correspond à son avantage. Donc il faut avoir ça aussi à l'esprit. Et ensuite, je suggérerais d'essayer d'encourager les fournisseurs que nous sommes à rassembler nos offres, à les rendre plus compréhensibles et à bien investir à nous demander, comme nous essayons de le faire, de sensibiliser, de former en permanence. Notamment, j'avais assisté récemment à une conférence extrêmement intéressante où c'est un directeur informatique d'un groupe de transport qui était venu expliquer la cyberattaque arrive, qu'est-ce qui se passe? Et il y avait un facteur, juste pour finir, qui était très important là-dedans, c'était le facteur humain. Ayez une bonne relation avec la gouvernance, il faut qu'il y ait un sponsor au niveau du COMEX, c'est un sujet, la norme, elle a ça d'intéressant qu'il y a un volet répressif. Le volet répressif, celui qui est responsable, c'est le chef d'entreprise, c'est le patron. Donc il faut responsabiliser au plus haut niveau de l'organisation et il faut penser aux équipes parce que quand la crise survient, on a besoin d'avoir un SOC, on a besoin de repartir et de reconstruire. Donc il faut penser au pire aussi. Voilà. Et après, quand on pense au pire et qu'on prévoit le pire, on ne peut attendre que le meilleur. Étienne ? Et très bon pour le jalon, enfin pour le passage au jalon sur la partie personne, people, la partie ressources, puisqu'on parlait de contraintes budgétaires, il y a aussi la contrainte humaine. Aujourd'hui, c'est extrêmement tendu, le monde de la cyber en termes de ressources, de personnes, eh bien c'est aussi extrêmement, même à budget extensible, eh bien on a de toute façon des difficultés après à faire le build comme le run par tout simplement un problème de ressources de personnes. Donc là aussi, déléguer à les éléments qui ne sont pas votre cœur de métier, donc les éléments de SOC par exemple, la gestion des niveaux 1 sur les alertes, etc. Il y a des choses qui sont externalisables et notamment toute entreprise ne peut pas gérer un SOC 24/7. Le SOC qui fonctionne de 8 sur les heures ouvrées, ça marche pas. Les attaquants connaissent très bien vos heures ouvrées. Et deuxième élément, là aussi, ça va être d'investir, c'est un peu la thématique sur de l'IA. L'IA aussi va permettre de simplifier, d'automatiser un certain nombre d'opérations pour soulager là aussi vos équipes techniques, pour pouvoir se concentrer sur justement les bonnes alarmes, les vraies alarmes. Bon, c'est le sujet du salon, donc c'était le petit clin d'œil en conclusion. Mais réellement, aujourd'hui, c'est un levier qui va permettre aux partenaires justement opérant au MSSP comme aux clients de passer là aussi, d'être capable à budget et surtout à ressources humaines contraintes, de passer sur un quantum, sur une étape différente en termes de cybersurveillance et de cybercontrôle. Très bien, moi, je vous remercie tous. On va peut-être passer à la phase de questions. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui ont des questions à nous poser? Ouais, je vois une main qui se lève ici devant. Je ne sais pas si quelqu'un peut amener un micro, peut-être. Sinon, on l'emmène nous-mêmes. Oui, on peut prêter un micro. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette table ronde. Donc, j'étais impatiente d'y assister. Donc ma question, elle va plutôt s'adresser à Florian. Donc il a été question donc de dire que voilà, l'IS2 va arriver, on a le temps pour se conformer. J'ai pas beaucoup entendu parler des fournisseurs de solutions. Comment l'ANSSI accompagne finalement les offreurs de solutions? Je pense que Jean-Noël a mentionné le fait qu'il fallait se regrouper pour pouvoir justement offrir quelque chose qui puisse permettre aux différentes entreprises de pouvoir aller vers des solutions qui pourraient leur permettre d'être conformes. Donc comment l'ANSSI accompagne tous ces fournisseurs? Peut-être avant de répondre, on va prendre une deuxième question. Bonjour.
Iman Daou, je suis manager cybersécurité et ma question est également pour la Banque Postale. Alors vous évoquiez à juste titre que Dora était l'ex-spécialiste de Nice 2. Alors on aurait pu croire à tort qu'on pourrait faire fi de Nice 2 lorsqu'on était une entité financière. Et vous évoquiez un gap qu'il s'agit de combler, si j'ai bien compris, par Nice 2. Est-ce que vous pouviez en dire un mot? Merci. Qui veut commencer par répondre? Oui. Donc, merci pour la question. Donc, pour l'instant, on est effectivement concentré sur l'élaboration du référentiel. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'objectif de ce référentiel, c'est de proposer un chemin. Ça ne veut pas dire que ce sera le seul qui sera possible, qui permettra d'atteindre les objectifs. Néanmoins, ce sera un premier guide pour les offreurs de solutions pour pouvoir avoir des offres pertinentes au regard de cette notion de conformité à Nice 2. On est déjà en relation avec les offreurs de solutions. Je pense que le travail va pouvoir démarrer une fois en tout cas les discussions pour élaborer des offres qui soient qui aident à la mise en conformité à Nice 2 pourra démarrer une fois la stabilisation de ce référentiel. Donc c'est dans notre feuille de route, mais pour l'instant on est focalisé sur l'élaboration du référentiel et le processus législatif et réglementaire. Alors, sur la partie Dora versus Nice 2, c'est une question qui nous préoccupe au quotidien en ce moment. Comme vous le savez, on est sur des référentiels qui ne sont pas totalement secs, donc c'est un petit peu difficile de donner une réponse définitive. Malgré tout, ce que je peux dire, c'est que sur le principe, et c'est ce que nos différents correspondants nous ont indiqué, à la fois côté régulateur et côté interbancaire, on peut se dire que globalement, Nice 2 comblera un certain nombre de zones qui ne seront pas forcément adressées par Dora. Et dans ce cas-là, évidemment, on aura à se mettre en conformité avec Nice 2. Et si jamais on a une superposition d'exigences Nice 2 versus Dora, dans ce cas-là, nous devrons nous conformer au mieux 10 ans. Je ne vous cache pas que ça ne va pas être facile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, pour moi, la conformité, ça s'apparente presque à une certification. Et j'ai pas entendu parler ni de documentation, ni de contrôle. Comment vous envisagez ces deux points? À qui vous adressez la question exactement? En tout cas, pas à l'ANSSI, enfin aussi à l'ANSSI, ça peut. Mais je pense que tous les intervenants peuvent répondre. Ouais, peuvent répondre, oui. Alors, juste le premier point en termes de documentation. Si vous pouvez juste repréciser un petit peu ce que vous attendez par documentation. En fait, à partir du moment où il va falloir prouver la conformité, il faut déjà expliquer ce qu'il faut faire. Donc, expliquer ce qu'il faut faire, le documenter, le mettre en place et mettre en place les contrôles qui permettent de vérifier que ce qui a été écrit, c'est bien appliqué. Oui. Et prouver, bien sûr, que le contrôle est efficient. Donc, la documentation, en l'occurrence, ce sera les textes législatifs et réglementaires qui donneront le cadre et les objectifs et les niveaux d'exigence de cybersécurité à atteindre. Donc, le processus, je me répète un peu et j'en suis vraiment désolé, il est en cours. On a cette échéance d'octobre 2024 qu'il faut respecter. Donc, on aura des premiers éléments dans les textes législatifs et réglementaires. Et on aura également le référentiel dont je parlais tout à l'heure qui listera les différentes mesures pour les entités essentielles et les entités importantes qui sera utilisable pour guider les entités à mettre en place des mesures de sécurité qui sont adaptées et qui permettent d'atteindre les objectifs de la directive. Pour ce qui est des contrôles, là aujourd'hui c'est un peu tôt pour y répondre. Encore une fois, le directeur général en a parlé un petit peu ce matin. L'objectif, c'est pas de contrôler dès le 17 octobre 2024. L'ANSSI reste dans une position qu'elle a depuis toujours d'accompagner avant de contrôler et encore plus d'aller à l'étape d'après.
Donc je comprends l'inquiétude sur les contrôles et ces sanctions qui sont présentes dans la directive, et elles sont légitimes. Néanmoins, le discours du directeur général ce matin se voulait assez rassurant sur le sujet. Et donc, je vais peut-être répéter pour ceux qui n'ont pas pu l'écouter, mais l'objectif avant tout, c'est d'élever le niveau de cybersécurité. Et on a pleinement conscience que ça va prendre du temps et que ce sera progressif. Donc, on se concentre déjà pour élaborer un référentiel qui soit pertinent, vu le spectre large d'entités. Donc, on a des entreprises du CAC 40, on a des moyennes entreprises, on a des collectivités, etc., etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une base solide qui est vraiment déployable par l'ensemble des acteurs. Et pour la partie contrôle, on pourra y revenir par la suite. Mais la priorité, c'est vraiment d'avoir une cible qui est claire et précise et atteignable pour tout le monde. Oui, non, moi, ce que je voudrais dire quand même pour ajouter à ce que vous dites et vous aider un petit peu, parce que c'est difficile pour le régulateur de dire telle solution, telle solution. Il y a quand même un certain temps qu'on travaille avec l'ANSSI ou avec le BSI ou d'autres organismes de certification pour faire certifier des produits de cybersécurité qui remplissent un certain nombre de fonctions pour venir aujourd'hui se mettre en conformité. Donc, il y a déjà quelque chose qui me paraît aussi utile à dire, c'est d'aller chercher des solutions certifiées, plutôt des solutions certifiées par des organismes, par exemple, qui mettent en œuvre les référentiels des réglementations aujourd'hui, donc des certifications ANSSI. Je ne vois pas souvent, en tant que fournisseur, dans les référentiels achats de mes clients, écrit qu'il faudrait des solutions certifiées par l'ANSSI, par exemple, qu'il faudrait des solutions certifiées Secnum Cloud sur les données, même des sociétés surtout des sociétés comme Microsoft ou Google aujourd'hui dans le cloud sont en train de faire certifier Secnum Cloud, leur propre solution. C'est le cas aussi des éditeurs de solutions que nous représentons dans le SaaS. Donc, si vous utilisez ces produits-là, je pense que l'ANSSI verra d'un bon œil forcément, puisque c'est eux qui certifient. Je me dis qu'ils nous certifient pour qu'on soit les bons élèves de votre mise en conformité. Je vois que Didier veut réagir à ça. J'ai peut-être une chose à dire. Il n'y a pas de tromperie sur marchandise concernant la photo de Didier Louten. Oui, c'est l'effet Nice 2. J'ai rajeuni et j'ai changé de tête. Donc faites attention. C'est un effet de bord en fait qui peut vous arriver. Voilà. Et vous vouliez du coup réagir à ce que disait... Oui, produits certifiés, oui. Mais bon, l'essentiel c'est d'abord effectivement d'avoir des produits et des solutions et des implémenter. À la dimension européenne et des particularités de chacun, certes les certifications de l'ANSSI sont reconnues en tant que LU. Maintenant, effectivement, quand moi je suis patron d'une direction en fait cyber européenne, et donc effectivement c'est de l'acceptation avec mes partenaires l'ISO des autres pays. Donc j'en fais pas en fait un totem pour dire je prends des solutions certifiées, ça me permettra de faire NIS 2. Donc il faut une approche pragmatique parce qu'effectivement l'effort à produire il va s'inscrire de ce qu'on a pu comprendre du directeur général ce matin sur une période de 3 ans. 3 ans c'est court pour mettre en œuvre en fait cette directive. Et donc, oui, il y aura peut-être des produits certifiés et très certainement, il n'y en aura pas aussi. Et donc, voilà, je voudrais mettre un peu de raison un peu dans dans la manière d'aborder la couverture de cette NIS 2. Voilà, c'est ce que je voulais dire en tant que pratiquant et à l'action, en fait, en tant que CISO. Voilà. Très bien, ça aurait été un plaisir de prendre plus de questions, mais je vois qu'il nous reste peu de temps, on restera à votre disposition après cette table ronde. Florian ? Juste pour ceux qui auraient d'autres questions, on est présent sur le stand, donc n'hésitez pas, avec une excellente... je vous remercie pour le compliment. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, je sais que vous avez beaucoup de questions, donc on sera disponible sur le stand en fin de journée et également demain, donc voilà. Je souhaite en tout cas remercier nos intervenants pour cette excellente table ronde. Merci de les applaudir.